C'est à 50 km au sud de Paris, dans les environs de Fontainebleau, à Milly-la-Forêt, que Jean Tinguely a choisi de construire, à l'abri de tout regard indiscret, sa sculpture monumentale, le Cyclope. Ce n'est pas un hasard mécanique si Jean Tinguely, né en 1925 à Fribourg, dans le royaume calme et paisible de l'horlogerie, a choisi le site de la Forêt pour construire sa sculpture. C'est dans les bois des environs de Bâle, quelques années avant la Deuxième Guerre mondiale, alors qu'il n'avait que 13 ans, qu'il découvrit ses premiers talents de sculpteur en venant construire les dimanches de jolis petits trous bricolés comme ça le long d'un ruisseau. Cette obsession dès son plus jeune âge pour la roue, on la retrouve tout au long de la carrière de Jean Tinguely. Elle représente une véritable source créatrice, un mécanisme dont le but n'est pas la précision, mais l'anti-précision. C'est, comme le définit Pontus Hulten, la mécanique du hasard, où le mouvement rotatif équivaut à une perpétuelle répétition, mais change selon sa rencontre avec un support. La construction du Cyclope, commencée en 1969 et officiellement achevée en 1994, sera marquée par différentes étapes. Pendant les premières années où on la surnommait la tête ou le monstre dans la forêt, on expliquera aux promeneurs du dimanche qu'il y a là une distillerie en construction. L'essentiel de la structure sera élaboré entre 1969 et 1979, avant que n'apparaissent les problèmes réels des années 80. Ce sont des moments difficiles, d'incertitude, auxquels la tête doit faire face. Seule, abandonnée, victime du vandalisme, elle sortira de cette adolescence turbulente en se mariant avec le public en 1994, où elle a été rebaptisée le Cyclope. L'élaboration conceptuelle du Cyclope démarre en 1969 avec la réalisation de cette maquette et de nombreux dessins qui illustrent bien la volonté initiale, celle d'une tête monstrueuse à 2 yeux. À l'exception de ce changement, il est presque inquiétant de constater avec quelle certitude, quelle précision Jean Tinguely savait ce qu'il voulait. La complexité de l'œuvre ne se manifeste pas uniquement à travers sa construction, son étrangeté, mais provient également du fait que c'est avant tout une collaboration entre plusieurs artistes. Jean Tinguely voulait que ce soit une œuvre très libre d'accès, où tous ses amis artistes, ses femmes, puissent être rassemblés par le biais de la collaboration artistique. Le Cyclope n'est pas pour autant un musée, c'est plutôt le témoignage d'une époque, celle de l'après-guerre, des années 50-60 à Paris. Au lieu de publier ses mémoires, Jean Tinguely nous les a sculptés, laissant libre à chacun la découverte de façon intuitive et spontanée de l'univers tinguelien. Je connais Jean depuis que j'ai l'âge de 25 ans et on était pendant des longues années amis, copains, camarades. Puis après, on est tombé amoureux. Mais d'abord, il y avait un rapport de travail. Jean aimait beaucoup mes tableaux, il aimait ce que je faisais. Il voyait les petits dessins que je faisais avec des trucs monumentaux, parce que j'avais vu Gaudi, j'avais vu le facteur cheval, et c'était mes maîtres. Et un jour, je me rappelle, j'ai dit à Jean, il y a un artiste qui est mieux que toi. Il m'a dit, c'est qui celui-là? Et alors,
J'ai dit, c'est le facteur cheval. Il m'a dit, je ne connais pas ce con-là. Il m'a dit, allons le voir. Je lui ai dit, bon, très bien. Puis on est allé le voir ensemble, on a pris la voiture. Puis il a dit, t'as raison. C'est en visitant ce temple de la nature, ainsi que d'autres monuments à travers le monde, notamment le parc Güell et la Sagrada Familia de Gaudi à Barcelone, que naîtra chez Jean Tinguely l'idée de construire sa propre sculpture monumentale. Au fond, quand on a commencé, c'était avec grand enthousiasme, secrètement. Il fallait le consentement du maire. Alors on avait beaucoup de chance parce que le maire, j'ai beaucoup de reconnaissance pour lui. Le maire qui s'appelait M. Clovis, eh bien, il était aussi transporteur d'art. Il amenait les choses de Jean et moi à Paris dans son camion. Et il aimait bien l'art, il s'était habitué à nous, à notre ambiance et à notre travail. Et puis il aimait bien Cocteau aussi. Alors quand on lui a dit qu'est-ce qu'on voulait faire, il a dit écoutez, je n'ai pas le droit, je ne peux pas vous donner la permission, mais allez-y. Et je le regarde, je ferme les yeux. Alors quand même, il y a des fois des gens très courageux. Pour le terrain, évidemment, c'était délicat parce que il fallait qu'il était propriétaire quand même. Mais il ne voulait pas être embêté d'autre part. Donc il a acheté ce terrain, il a donné à des amis, des multimillionnaires au Texas, qui ont donc accepté ce cadeau un peu particulier. Et s'il y avait des problèmes avec la commune ou avec la gendarmerie, etc., il disait oui, mais vous n'avez qu'à écrire à ces gens au Texas. C'est dans cette décharge où sont empilés les déchets de la société de consommation que Jean Tinguely a récupéré 300 tonnes de ferraille en leur redonnant vie loin de l'homme, dans la nature. Il y a principalement le travail de Jean Tinguely, c'est certain, comme initiateur, ingénieur en chef, pardon, ingénieur en guillemets, mais très bon ingénieur quand même. Et connaissant le sol et sachant ancrer quelque chose, j'ai fait par exemple une plateforme flottante. Il ne fallait pas faire une plateforme creusée avec des piliers, il fallait flottant. Et j'avais quand même analysé le sol, j'avais fait une analyse du sol. Luginbühl, mon ami Bernard Luginbühl, et Niki de Saint-Phal, c'était le trio. Moi, je soudais encore plus mal que Jean. Donc, c'est devenu dangereux. Au début, on a soudé tous les deux, mais après, il a décidé, bon, il faut un soudeur professionnel. Et il a cherché dans un journal suisse un type qui sait bien souder et jouer aux cartes.
Und dann hat sich der X totzenweise bewerbt und ich hatte das grosse Glück gehabt, dass ich den Job bekommen habe. Das war ein reiner Zufall. Irgendjemand müssen nehmen. Und dann dachte ich, okay, dann nehmen wir jetzt, oder probieren wir mal. Oder. Zuerst war es nur für ein Jahr, oder? Und am Schluss ist es auch 20 Jahre geblieben. Le sol sablonneux de la forêt imposa d'importants travaux de fondation avant de procéder à l'élévation de la structure. Une chape de béton et d'acier d'un poids d'environ 100 tonnes fut enterrée au préalable sur le site. Lui, il a fait, disons, elle a fait 99% du travail. Moi, j'ai seulement donné des bons conseils, j'ai manifesté mon admiration devant ce travail accompli. J'ai été le spectateur numéro 1. Die Konstruktion hat einfach unten angefangen und oben aufgehört. Und das hat sich einfach vorweg immer gegeben. Das ist immer Plan, hat es etwa hier und da. Haben wir schon ein paar Pläne gemacht für so ein bisschen Details, so ein bisschen, zum Beispiel ein Radzeichen, das 3,20 Meter Durchmesser oder so. Aber hauptsächlich ist es so, die Pläne sind zusammen während Diskutieren sie entstanden, oder? Aber effektiv, er hat gewusst, was er wollte. Er hat selber gewusst, wie der Kopf aussieht, am Anfang schon. Und das andere hat sich einfach vorweg hat sich das ergeben. Das eine ist das gekommen und ist einfach vorweg gebaut worden. Oder? Und ist nie so wie in einem Architekturplan, so genau so und so. Und das ist einfach vorweg einfach ist gebaut worden. Oder? Je nach Lust und Laune, beim schönen Wetter ist gebaut worden, am nächsten Wetter sind wir daheim geblieben. Oder? C'était formidable, Jean s'amusait comme un fou. Il marchait sur les planches là-haut. Je me rappelle tous ces Suisses, parce que c'est pas... moi j'ai le vertige. J'ai dû souvent monter, mais je me force. Et je les voyais marcher comme ça avec leurs poutres tout droit. Je restais là, regarder ça, c'était fantastique. En haut, avec le vide en dessous, ils n'ont pas peur à cause des montagnes, parce qu'ils font du ski ou je sais pas quoi dans les hautes montagnes. Jean, il a décidé, on le fait, on a commencé juste à avoir en hauteur, il a fait 3 étages comme ça, mais on voyait peut-être les premiers 5 ou 8 ans, on voyait rien, c'était juste la construction avec les étages comme ça, et vers le fin, on a mis après la visage. Je ne veux pas que ce soit seulement l'œuvre d'une personne comme ça. Je voudrais, Luginbühl et moi, c'est la base. Après, je voudrais introduire de plus en plus de monde dedans. Des gars qui font des choses drôles, tu vois. Rester dans le bizarre plutôt, et dans l'inattendu. De toujours foutre la pagaille, n'est-ce pas? Et aussi, ne pas laisser, en quelque sorte, cerner la chose. Quand ça commence à plaire à tout le monde, on change tout. On peint tout en rose bonbon. Tout le monde dit, oh, que c'est dégueulasse. Bernard Luginbühl, sculpteur suisse, ami intime de Tinguely, apportera sa contribution en réalisant des œuvres aux dimensions démesurées, comme cette oreille en acier qui manifeste sa curiosité en restant à l'écoute de la forêt. Autre exemple du travail de Bernard Luginbühl, l'énorme porte d'acier de l'entrée principale, au-dessus de laquelle, au premier étage, on peut voir son gigantesque flipper mécanique que seuls 2 hommes très forts peuvent actionner.
Il a été récupéré du Crocodrome, l'exposition qui a inauguré le centre Georges Pompidou en 1977, collaboration entre Niki de Saint-Phal, Daniel Spoeri, Bernard Luginbull et Jean Tinguely. Du centre Pompidou sera également récupéré, pour un franc symbolique, un de ces fameux tuyaux d'aération. Au début, le Cyclope était pensé comme une collaboration. Et c'est toujours une collaboration. Mais Jean est devenu petit à petit le chef d'orchestre qui décidait comment ça allait se passer, comment chacun devrait travailler. C'est-à-dire, il donnait le cadre et il invitait ses amis de faire ceci ou cela. Jean, quand il m'a dit viens, il aimait bien s'entourer de ses copains, il était très généreux, il a dit viens, on va faire quelque chose ensemble, on va participer à un grand projet. Alors je me souviens lui avoir dit écoute Jean, moi je peux faire un projet tout seul, mais les projets de groupe c'est pas mon fort et tout ça. Mais je ne pouvais pas refuser aussi. Je veux dire, à quelqu'un, lui avait besoin toujours de travailler en équipe. Il avait des assistants, il avait des rapports très généreux aussi, toujours avec ses assistants. C'était des rapports très fermes, mais en même temps très généreux. Donc, Jean, il travaillait en équipe. C'était encore comme la Formule 1, il y a les gens qui montent les roues, il y a les mécanos, il y a tout le monde, il y a le public, tout ça, ça bouge, tout ça, ça remue. Et dans mon cas, alors il m'a un peu violé sur ce plan-là, mais je me suis vite rendu compte que dans le fond, moi je pouvais très bien rester immobile dans mon coin, et puis eux, ils continuaient à bouger autour, et dans le fond c'est la vie. Hein. Et aujourd'hui, je crois que la jauge, elle est un élément, ça a été construit dans les années 70, tout à fait, vraiment dans les toutes premières années, et donc elle est un petit peu... Elle est présente, mais en même temps en retrait, si vous voulez, de l'œuvre, parce qu'elle prend la mesure, au sens propre du terme, de ce qu'a fait Jean avec Niki, de leur énergie, de leur folie. Et donc je suis là, présent et absent à la fois, c'est-à-dire comme une sorte de repère à travers ce rouge que j'avais mis au point à l'époque, et puis cette sorte de jaugeage centimètre par centimètre en disant ben, vous voyez la machine de Tinguely, elle fait je ne sais pas 23 mètres 52 de hauteur, je suis là, on est ensemble, mais encore une fois séparés, nous sommes ensemble. C'était autofinancé. Je trouve que c'est très important que les gens savent qu'on a, chaque fois que ils vendaient des sculptures, on mettait l'argent dedans. Moi, je me rappelle une fois que j'avais vendu ma première grande sculpture et on m'avait donné 50 000 francs et j'étais tellement contente, j'ai trouvé ça formidable. J'avais décidé de donner ça pour la tête à Jean. Et Iolas, qui était notre marchand génial grec, à ce moment-là, il m'a préparé une valise avec que des billets dedans. Et Bénédicte, qui était la main droite, a dit Niki, compte les billets. Et ne te laisse pas avoir, c'est comme ça que les marchands, les artistes, c'est avec le fric, comme ça, liquide. Alors bon, je suis rentrée chez moi, mais la valise elle était tellement jolie. Les paquets étaient tous avec des petits rubans.
Il m'avait piqué pendant le prix de la valise. J'ai rien dit. Et j'ai donné la valise à Jean. Il était ravi. Mais ça c'était... Alors, donc on a contribué, nous, et les amis, par exemple, Marina et Michel de Grèce ont financé le wagon. Le wagon est un modèle des années 30, ayant servi à la déportation des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Surplombant le vide à 17 mètres de hauteur, il repose sur un rail soutenu par une poutre d'acier. À l'intérieur de ce wagon se trouvent des voyageurs pas très ordinaires. Ces longues poupées de mort et d'angoisse sont celles d'Eva Aepli, la première femme de Jean Tinguely. C'est avec elle qu'il quitte la Suisse en 1953 pour un café-hôtel près du Bon Marché à Paris. Ce sont des débuts difficiles financièrement. Tandis qu'Eva expose ses dessins, Jean est plutôt préoccupé par des constructions spatiales. C'est après des études aux Beaux-Arts de Bâle, entre 1941 et 1945, où Julia Ruiz lui enseigne le mouvement en tant qu'expression artistique, que Jean Tinguely tentera en vain de commencer sa carrière d'artiste comme peintre. Il s'aperçoit vite qu'il est incapable de finir une toile. Ce sentiment d'impuissance l'amène à l'animation du tableau, ce qui élimine le problème de l'achèvement. Il échappe ainsi à la pétrification, à la fixation, à la croyance du définitif. Les formes géométriques de ces reliefs illustrent bien le grand intérêt que Jean Tinguely montre à ses débuts pour Malevich et Kandinsky. Ses premières années difficiles à Paris sont également saluées à travers la collaboration sur le Cyclope de son ami Daniel Spoeri. Il réalisera la copie de sa chambre d'hôtel en 1953, où Jean Tinguely venait souvent le voir. On avait déjà participé à des expositions communes comme le Dilabi, ça veut dire le labyrinthe dynamique, c'est comme ça qu'on l'a appelé, à Amsterdam. Et là, déjà, j'ai présenté une chambre renversée, une chambre de musée. C'est la logique d'un tableau-piège. Quand je colle une table et que je la renverse, c'est-à-dire elle n'est pas renversée, mais elle est changée de 45 degrés au mur. C'est donc ce tour de passe qui est le même, mais appliqué à tout un volume. On a fait la structure en fer d'abord. À cette structure a été ajouté dedans du contreplaqué ou de l'aggloméré. Après, j'ai choisi moi-même tous les objets qui entraient dedans, mais c'était debout, bien sûr, d'abord. C'est en avril 1955 que Jean Tinguely participe à la grande exposition du mouvement chez Denise René, où sont rassemblés Duchamp, Calder, Vasarely et Soto. Soto, sculpteur vénézuélien, a réalisé une œuvre interactive, Le Pénétrable, installé en 1993 sur le Cyclope. Et ce pénétrable est vieux de 20 ans. Et je l'avais fait pour une exposition pour les enfants au Grand Palais, où on était invité, plusieurs artistes. Et lui, il m'a demandé de garder ce pénétrable pour son idée de sa tête. Et je l'ai mis en demeure à la campagne, et on a venu le chercher dernièrement, il était là en attendant.
tout ce que j'ai fait et que je ferai, j'espère, jusqu'à ce que je puisse travailler, ça sera en rapport avec l'espace-temps, avec cette idée de la vibration, du mouvement. Et le pénétrable, en plus de ça, il a la sonorité. Et c'est une œuvre qui est construite d'une façon très rigoureuse, mais quand la personne rentre, ça devient plutôt aléatoire. On ne sait pas exactement ce qui va se produire. Et en même temps, il peut y avoir 3 personnes à l'intérieur et chacun joue à un rythme différent et une sonorité différente. Je suis un artiste plutôt vers un art construit, un art structurel. Mais ça tient évidemment à que je viens d'un pays où il n'y a rien encore fait, il faut tout faire. Autant que le nouveau réalisme ou la réaction de Tinguely contre la machine, c'est logique parce qu'il vient du pays où la machine est arrivée à la perfection de maximum à l'époque. En tant qu'artiste, il a réagi vis-à-vis d'une organisation trop structurée, trop parfaite. Que ce n'est pas mon cas. Je viens, au contraire, d'une situation où rien n'est structuré. On est en train de, petit à petit, de structurer quelque chose pour pouvoir avoir un équivalent un jour avec ce qu'on appelle les pays développés. Alors, il est évident que je ne pouvais pas suivre spirituellement la même démarche parce que je n'avais rien contre la machine. Je pense que pour nous, la machine est à construire. Au milieu des années 50, vers 56-57, Jean Tinguely avait eu un accident de voiture grave. Et il était déprimé. Il ne voyait pas dans l'art autour de lui des choses qui l'intéressaient. Il était mauvaise humeur. Et puis, il a rencontré Yves Klein. Il a vu son expo Le Vide, dans la galerie Iris Clair, et ça l'a enchanté. Ça a été un choc formidable. Cette exposition, c'était, comme vous le savez, les murs nus d'une galerie exposée par Yves Klein parce qu'il les sentait dynamisés et revalorisé par sa seule présence. Cette exposition, qui était une exposition extrémiste et un acte de foi d'Yves Klein dans ce pouvoir de sensibilité, dans cette idée qu'il était véritablement locataire d'un fragment de la sensibilité cosmique universelle, c'est-à-dire de cette énergie à l'état libre et à l'état pur, qui est la source de tous les langages, bien sûr. Cette idée-là, Tinguely l'a sentie très forte. Et pendant les quelques jours qu'a duré cette exposition, il est resté là, avec Eva, un peu comme en attente méditative. Le résultat, si vous voulez, de ce choc profond, ça a été, quelques mois plus tard, en novembre, une exposition de collaboration entre Yves Klein et Tinguely sur le titre « Vitesse pure et sensibilité monochrome ». Qu'est-ce que c'était? C'était des moteurs de Tinguely qui animaient des disques, généralement bleus, un seul blanc sur un marteau-piqueur, la fameuse excavatrice d'espace. C'était donc, si vous voulez, des installations ou des sculptures animées avec les moteurs de Tinguely, qui avaient différentes vitesses, bien sûr, et les disques de Klein. Ce qui a été très intéressant dans leur collaboration, c'est que pour la première fois, Jean montre le moteur. Quand nous avons ces assiettes ou ces disques
bleus qui tournent et qui ont l'air immobiles puisqu'ils sont circulaires et qu'ils tournent. D'abord, il y avait eu question de mettre une carrosserie au moteur, comme Jean avait l'habitude, et je crois que c'est sur la suggestion d'Yves Klein que Jean, pour la première fois, montre le mécanisme. Désormais, le moteur sera considéré comme le cœur de toutes ces structures de ferraille soudées. Et il jouera cette place et ce rôle physiologique d'un cœur dans un organisme de ferraille. Et donc, la source d'énergie n'est plus cachée, elle est apparente et elle fait vibrer biologiquement, si je peux dire, toute la sculpture. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut parler chez Tinguely de sculpture caractérielle. Jean Tinguely a voulu rendre hommage à cette amitié avec Yves Klein en réalisant sur le toit du Cyclope un bassin qui, selon les saisons, reflète un bleu semblable au bleu monochrome ou au monogold de l'artiste mort en 1962. Il serait difficile de trouver un monument plus digne de cet homme qui rêvait d'un art immatériel fait de sensibilité pure. Cet hommage à Yves Klein, c'est aussi la matérialisation d'une plaisanterie de Klein, qui, après le vol de Gagarine, affirmait avoir reçu du cosmonaute la confidence que la Terre était plate et carrée, comme avant Galilée. Un an après son exposition avec Yves Klein, Jean Tinguely réalisera ses premières métamatiques, machines à dessiner et à peindre qu'il expose à la galerie Iris Clair en juillet 1959. L'exposition obtient un immense succès public. Près de 4000 dessins sont créés en moins d'un mois. Certains crieront au scandale avec l'apparition d'une machine créatrice d'art. Est-ce qu'avec ta machine à peindre, tu voulais te moquer de l'art abstrait? Il y avait d'abord la participation qui jouait un rôle. C'était un truc pour faire participer chacun, l'intégrer dans la machine, il s'approchait, il touchait la machine, il faisait partie de la machine. Ça faisait de l'art abstrait en plus, oui. Ça, je me moquais en plus de l'art abstrait. D'ailleurs, l'art abstrait, on était arrivé à un degré de conformisme où il était bien placé pour se moquer qu'on se moque de lui. Et justement, il y avait pas Malraux qui, à l'époque, avait annoncé qu'à présent, c'était évident que l'art abstrait expressionniste était devenu en quelque sorte l'art officiel. C'était le bon moment pour se moquer de lui. Cette volonté de rompre avec la génération précédente, celle de l'art abstrait, sera reprise par la création du groupe des nouveaux réalistes par Pierre Restany en 1960. Il est certain que si le nouveau réalisme a été, dans son existence collective d'une durée assez brève, un peu presque 4 ans, mais pas plus, en revanche, je crois qu'il a marqué chaque membre constitutif du groupe d'une sorte de marque indélébile, la conscience d'une singularité collective, ce qui fait partie d'ailleurs de la déclaration constitutive que j'ai fait signer aux membres originels le 26 octobre 1960 au domicile d'Yves Klein. Ça, je crois que ça, c'est très important. Donc, il y a en effet ce rappel. C'est pour ça que vous avez, par exemple, la présence d'Armand ou de Speury, l'hommage à Klein. Ce sont des choses, si vous voulez, de ce sens-là, très évidentes. Mais en plus, je vous dis, je crois qu'il y a là comme l'expression d'un concept opérationnel très fort chez Tinguely, celui de la coexistence et celui de la collaboration. Je vous disais tout à l'heure qu'une idée m'était venue à l'esprit au début de cet entretien, ce parallèle entre, disons, la vie dans l'impasse Ronsin au début des années 50,
ce terrain vague de ferraille et d'ateliers taudis, si je puis dire. Le cyclope. Je crois qu'il y a aussi dans le cyclope un rappel de ce moment de la vie de Tinguely, et c'est peut-être d'ailleurs l'espace existentiel de Tinguely. Le terrain vague et la ferraille, dans le fond, chez là, il se trouve bien, dans le fond. Là, je crois qu'il se trouve beaucoup mieux là que dans les salons, dans les académies, ou même dans les galeries. Jean Tinguely est installé depuis 1955, impasse Roncin, dans une petite cité de 15 ateliers d'artistes où travaille également Brancusi. Ce sera son quartier général durant presque 10 ans. Si la ferraille a envahi son atelier de manière chaotique, ce sont des machines ironiquement joyeuses, inutiles, irrégulières, mécaniquement désordonnées qui en ressortent. Elles sont libres de dessiner, de chanter, de faire grève, très humaines en sorte. Pour moi, l'art est toujours encore une révolte. Elle reste révolte. L'art, c'est lire l'art, je dirais. Après, je te dirais, il n'y a pas d'art, je m'en fous de l'art. Mais en même temps, l'art, c'est de la révolte. Ce que je fais, je me révolte contre quelque chose. Mais j'organise cette révolte et je m'engage loin. Et je quitte le tronc de l'arbre. Je suis sur une bout de branche de temps en temps et je risque de tomber. Je fais des choses qui ont parfois la tendance à échapper un peu au système aussi, dans le système culturel. On a mis assez longtemps à me réabsorber, à me muséifier. Et encore aujourd'hui, je suis très content de voir qu'il y a encore beaucoup de gens qui peuvent encore considérer que Tinguely, c'est de la blague. C'était quelqu'un d'une vitalité débordante et d'une très grande gentillesse. Et évidemment, comme tout le monde le sait, il avait un charme foudroyant. C'est-à-dire, dans n'importe quelle situation, il arrivait à obtenir ce qu'il voulait. Quand Jean a décidé de faire cette œuvre dans la forêt, eh bien, il m'a dit, César, j'aimerais bien que tu participes au Cyclope. J'ai dit, bien sûr. Jean Tinguely m'aurait demandé de grimper sur un arbre, je l'aurais fait. Parce que je l'aimais. Enfin, j'aimais son travail. Je ne sais pas si c'est moi qui ai eu cette idée ou c'est Niki. C'est intéressant de récupérer le matériel, la ferraille qui reste. Et puis j'ai pensé aussi à ce poste. Je me rappelle, je sais que j'avais un poste, un gros poste à souder, un poste qu'on peut avoir que dans une entreprise. J'ai dit, ce serait bien peut-être que j'utilise ce poste et que je le fasse participer avec ce matériel que Jean Tinguely a abandonné. Il a abandonné de la ferraille dont il se servait pour
pour faire cette montagne de ferraille. Et c'est pas dur, il n'y a rien à faire, hein. C'est la machine. On ne peut pas ne pas être satisfait. Dans ce genre de langage, on ne peut pas ne pas être satisfait. On est toujours satisfait. Il n'y a pas de correction à faire. C'est impossible de rater. C'est une chose de tout à fait... Il n'y a rien à faire, c'est fait. Des 4 tonnes de ferraille que Jean Tinguely a abandonnées, César réalisera 4 compressions, dont 2 iront par la suite à une place encore indéterminée sur le Cyclope. De la construction du Cyclope seront également récupérés tous les gants de travail. Jean Tinguely demandera à son ami Armand d'en faire une œuvre. Il y a donc quelques années, il m'a approché en me disant on commence à construire la tête, si tu veux venir voir. Alors je suis venu voir. Et la tête était déjà assez construite quand je l'ai vue pour la première fois. Nous sommes allés dans les étages, il m'a dit voilà, alors si tu veux, moi j'ai une place pour toi, c'est là, là et là. Tu peux faire ce que tu veux. Alors j'ai réfléchi, puis ça a pris beaucoup de temps. J'ai dit un jour, ben écoute, j'ai envie de faire des gants. Ah ben ça c'est une bonne idée, des gants de travail. Comme je vois que vous avez, j'ai vu que par terre, comme ils soudaient beaucoup et tout, il y avait par terre, ou il y avait dans des boîtes, des quantités de gants de soudeur. Comme je travaille avec l'image d'accumulation, j'ai dit, ben c'est parfait, je vais faire quelque chose avec des gants. Et lui m'a envoyé 2 grosses caisses de gants usés, qui sont arrivées à mon atelier. Alors, comme je voulais les mettre dans le plastique, j'ai ouvert une boîte avec mes assistants. J'ai regardé ces gants, qui étaient pleins de graisse, lourds et tout. J'ai dit, ça ne va pas tenir dans le plastique. Alors, je ne sais pas ce qu'on va faire. Je vais dire, mettez-les de côté. Bon. Je revois Jean, il me dit, et mes panneaux, parce qu'on avait décidé de la taille et tout. Ah, j'ai dit, je m'y mets. Bon, le temps passe. Malheureusement, entre-temps, Jean meurt. Je vois Niki, elle me dit, il ne faut quand même pas oublier. Je dis, non, je vais m'y mettre. Je retourne à l'atelier, je regarde les caisses de gants. Je dis, je ne peux pas user ça. Fichez-moi tout ça en l'air. Je vais en racheter des neufs. Et on était en plein mois d'août. Et je commence à chercher des gants. On trouvait bien 3-4 paires de gants. Mais on ne trouvait pas beaucoup de grandes quantités. Les usines étaient fermées et tout. Le temps passait parce qu'avant la fin de l'été, j'ai promis à Pontus-Sulten et à Niki de Saint-Phal de finir cette pièce. Et j'ai dit, c'est dommage qu'on ait jeté ces boîtes de gants parce que je crois qu'il va falloir s'y mettre, il faut trouver une autre solution. Et mon assistant avance, me dit, ah mais on ne les a pas jetés, j'ai oublié d'aller les jeter. Alors je dis, ramène-les. On les regarde, on en avait ouvert qu'une. On ouvre la seconde. Dans le couvercle, il y avait 2 panneaux de carton. Et entre le carton, il y avait un grand dessin de Jean Tinguely pour moi, qui est arrivé post-mortem, qu'on aurait dû jeter, parce que quand j'avais dit débarrassez-moi de tout ça, alors il y a eu un cadeau de Jean post-mortem. Et ce que j'ai fait comme solution, je les ai pris, ces gants que je ne pouvais pas mettre dans le plastique, je les ai pris en sandwich dans des plaques de plastique. Les gants d'Armand forment l'un des murs du restaurant de Spoeri. Mur tapissé de sa correspondance provenant à l'origine de son restaurant de Düsseldorf. Daniel Spoeri, éternel piégeur d'objets, cuisinier pour l'occasion, invitait ses amis à venir dîner dans son restaurant. Quand ceux-ci avaient fini de déguster la cuisine du chef Spoeri, celui-ci collait les restes que laissaient ses invités et réalisait des tableaux pièges.
Rico Weber a réalisé au premier étage du Cyclope une fausse console sur laquelle sont symboliquement gravés tous les noms des collaborateurs ayant participé à cette aventure de 25 ans. Étienne Beaulieu, ami intime de Jean Tinguely, est l'inventeur du RU 486, la pilule avortive. Il a installé dans un petit abri du Cyclope la maquette moléculaire de sa pilule, ce qui suscite certaines réactions. Donc je crois effectivement que le fait d'avoir mis cette maquette dans la tête, dans le Cyclope, est une provocation au sens de provoquer une réaction positive, naturellement pas stupide. Et je suis sûr que Jean serait très content de cette sorte d'agression qui s'est passée avec des gens qui ont envoyé un tract en disant que c'était pas bien, que c'était une honte, d'avoir une chose de ce genre. Bien entendu, les intolérants, et c'est ça la leçon, n'acceptent pas que les autres décident, et en particulier les femmes décident de, par exemple, avoir ou ne pas avoir un enfant de façon libre et responsable et digne. Mais ils ont peur, tout particulièrement des conjonctions. Ma pilule, si je peux dire, ils la diabolisent parce que elle est le résultat de recherches de base. Vous savez, ici, on n'est pas à un endroit où on fait de l'avortement. On est à un endroit où on fait de la recherche fondamentale qui sert aussi pour le cancer, pour la maladie d'Alzheimer, enfin pour des choses vraiment pour la vie. Et c'est au passage qu'on peut aider aussi les femmes en difficulté. La conjonction de la cause des femmes et de la science les effraie. Et bien cette fois-ci, une sorte de conjonction entre le monde des arts et le monde de la science les effraie aussi. Parce qu'ils voient que cette façon d'envisager les choses, qui est à la fois libre, audacieuse, réaliste et positive pour les gens, est en train de l'emporter et que leurs vieux préjugés, souvent par ignorance d'ailleurs, s'effondrent, qu'il y a là donc une marée qui est très sérieuse. En même temps, il y a un côté ironique, et je crois qu'à la fois le sérieux et l'ironique, c'était deux facettes que Jean Tinguely aimait manier à la fois. La seule collaboration américaine sur le Cyclope viendra de Larry Rivers, peintre atypique de l'école de New York, que Tinguely rencontre dans les années 60. I did something for their collaboration, the Cyclops. I thought it was called The Face, but then it changed. So they asked if I would do something. And I was at that time doing something for myself, which was to see 10 years after May 68, what's going on in France. I gave myself a project, and I came over with a cameraman, a crew, and, you know, we went all over France and mainly Paris, but we went to different places, and we questioned people and filmed places and everything like that. So one of the things I did was I found many photographs from that period of the police and the students, and so I did a whole bunch of drawings, and that is supposed to go into the thing. So it's about France. I don't like them too much, but what can you do? Les tableaux de Rivers forment un des pans du théâtre insolite de Tinguely, inspiré par les spectacles No et Kabuki, qui l'ont fortement impressionné lors de son premier séjour au Japon en mars 1963. C'est une pièce de théâtre qui est tirée d'une idée de Jean Tinguely. C'est l'histoire entre l'amour d'un marteau et d'une bouteille, une grosse bouteille, une dame Jeanne qui est là, et d'un marteau. Et... ah, que voilà. Alors Jean avait imaginé cette scène
C'est-à-dire que le marteau était vraiment épris par la bouteille. Il grandissait, il s'exprimait avec des bruits de marteau, vraiment des bruits typiques d'un marteau, il s'exprimait comme ça. Et puis, il grandissait autour de cette bouteille. Et au bout d'un certain temps, il monte, il est, comme disent les gens, il est pris de plein de sensations. Et au bout d'un certain temps, il perd l'équilibre et en fait, il casse sa bouteille. Et la suite de l'histoire, c'est que l'eau qui était dans la bouteille, dans la Dame Jeanne, ça fait environ 10 litres d'eau, toute l'eau, elle partait dans les spectateurs et inondait tous les pieds des spectateurs. Ça, c'est l'idée de Jean. Et alors après, moi, j'ai repris l'histoire, mais j'ai voulu la faire d'une façon... De toute façon, je ne pouvais pas faire l'idée de Jean, parce que seul lui pouvait casser une bouteille très bien. Donc moi, j'ai décidé de faire cette scène complètement un côté éternel, c'est-à-dire qu'en fait, l'histoire recommencerait toujours à zéro et l'impuissance complète du marteau pour casser une bouteille, c'est-à-dire qu'en fait, jamais la bouteille ne se casse. Le marteau est complètement impuissant, il ne casse jamais la bouteille. Et d'où l'idée après de ramener le balancier, qui rythme encore en plus de ça toute cette scène complètement monotone et qui marche sans arrêt quasiment pour l'éternité. La tour de mosaïque, œuvre de Niki de Saint-Phal, par la violence de ses matières et reflets de miroir, intervient comme une interrogation sur la passerelle du deuxième étage. La gaieté des couleurs de cette pièce, immédiatement reconnaissable comme une œuvre de Niki de Saint-Phal, n'est pas sans rappeler le Gaudi du parc Güell, illustrant l'influence exercée sur elle par l'architecte espagnol. Cette tour de mosaïque est constituée de morceaux de céramique récupérés du jardin des Taros à Garaviccio, sur le littoral toscan. Ce jardin ubuesque aux nanas et construction gigantesque est un projet auquel Jean Tinguely a participé. Les collaborations artistiques entre Jean Tinguely et Niki de Saint-Phal sont nombreuses. Elles sont, pour les deux artistes, une manière d'exprimer plastiquement les rapports d'amour, d'amitié et de rivalité qui les unissent. Laon, cette gigantesque femme exposée au musée d'art moderne de Stockholm en 1966, est leur première grande collaboration. Nous arrivons assez bien à collaborer ensemble parce que nous sommes tellement opposés. Masculin, féminin, noir, couleur, cette opposition totale, mes nanas ou mes sculptures qui sont très primitifs et les choses de gens qui sont très proches à notre société d'aujourd'hui, ces machines absurdes et poétiques, ils sont en tel contraste qu'elles s'amplifient. En somme, pour nous, la collaboration est une amplification l'un de l'autre. L'apparition de Niki dans ma vie est décisive.
il vient un moment où elle contribue énormément à me décontracter de nouveau dans le travail. Je reprends tout un nouveau monde, je crée toute une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de m'exprimer par conséquence. Niki avait déjà fait un parcours artistique et dans une ambiance littéraire, celle de son mari Harry Matthews. Elle avait donc réalisé déjà toute une série, disons, de collages et d'assemblages, de peintures d'assemblage, des combine paintings, si je puis dire, avant la lettre. Mais je pense que le grand saut en avant dans l'aventure, dans aussi la totalité de la vision, ça a été Les Tirs, qu'elle a justement commencé à l'Impasse Ronsin en 1960, et qui, comme vous le savez, consistait dans des panneaux de plâtre dans lesquels étaient insérés des poches de couleurs. Niki ensuite demandait au public de tirer à la carabine sur ces tableaux cibles, et l'impact des balles faisait apparaître la couleur à la superficie du panneau, et ensuite il se produisait, par la force de la pesanteur, une sorte de dripping automatique. Là aussi, Niki rejoint Tinguely dans la critique de la génération précédente et de l'abstrait et de l'expressionnisme abstrait. Donc je crois que c'est en effet ce saut que lui a permis Tinguely, qui a été chez elle véritablement aussi la révélation elle-même. Il fallait qu'il y ait Jean derrière, le côté Pygmalion, et je dis, qui disent « mais tu as du génie, va jusqu'au bout, tu es une femme, affirme-le, tu es folle, affirme ta folie, tu as envie de ceci, ben, tu le prends, tu as envie de gâteau, tu fais un cadeau de 3 mètres, va jusqu'au bout ». Et lui disait « la technique n'est rien, le rêve est tout ». Entre eux, il y avait une très grande émulation, il y avait des sentiments amoureux, il y avait de la jalousie, il y avait aussi une très grande rivalité qui les a, tu vois, tout le temps, ils étaient comme ça. Jean, il a fait ça, Niki a voulu faire le Jardin des Tarots, pas parce que Jean avait fait ça, mais tu vois, il y a toujours eu un truc complémentaire et un truc de rivalité entre eux. Si Niki de Saint-Phal est présente à toutes les étapes de la construction du Cyclope, elle se manifestera plus particulièrement en lui donnant un visage. La façade était en béton, l'idée était de la peindre. Mais j'arrivais jamais à décider comment la peindre parce que c'était un problème de mettre une couleur très forte dans cette forêt. Et une couleur qui aille avec la ferraille de Jean. Alors, j'ai hésité pendant des années. Je venais régulièrement. Et après, j'ai décidé à renoncer à la couleur. Et je me suis dit que j'allais mettre de la mousse qui allait pousser partout. Ça, c'était une des idées. Et après, je me suis dit, attendons. L'idée va venir. Et puis, ça a pris longtemps, je ne sais pas combien d'années. Je ne me rappelle plus, mais des années. Et la mousse, ça me semblait comme une espèce de ce monstre tout rempli de verdure pouvait être intégré dans la forêt. Et après un jour, je suis revenue. Je crois que c'est quand Jean était à l'hôpital après son opération cardiaque. C'était à peu près à ce moment-là. 86, 87. 86, 87. Eureka, j'ai eu l'idée. Je me suis dit miroir. Et j'ai dit à Jean, il était fou de l'idée. Parce que j'ai utilisé ces miroirs au jardin. Évidemment, les miroirs et la ferraille, c'est un beau mariage.
Le travail fastidieux que représente le collage des 500 mètres carrés de miroirs prendra 5 ans. C'est Dorothée et Philippe Bouvray qui en auront la charge. Quand il n'y avait pas les miroirs, c'était devenu la face de Niki, le côté de Jean, c'était un peu tout un ensemble, quoi, ça vu de l'extérieur. Et je crois qu'il avait idée un petit peu, il en avait tellement marre du vandalisme, de le redonner à la nature et de faire pousser des mousses dessus, de faire un don à la nature, en quelque sorte. C'était une œuvre qui, tous les hivers, était détruite par les motards qui étaient agressés par cette œuvre. Parce que Jean n'avait demandé à personne l'autorisation et n'avait expliqué à personne ce qu'il voulait faire. Donc, quand un type passait faire le malin avec sa moto et ses copains, il disait qu'est-ce que c'est un artiste, il se croit qu'il a du talent, il vient nous faire ça, il nous empêche de nous promener à moto. Et c'était détruit, on tirait dans la jauge de Renault. Tout ce qui pouvait être arraché était arraché. Et tous les printemps, il recommençait à reconstruire sa tête. Ah, il y a un moment que c'est arrêté. La tête était arrêtée à cause des vandales. Et elle s'est endormie, comme la belle au bois dormant. Et après, Jean a eu l'idée, assez forte d'ailleurs, il voulait la mettre à Saint-Cloud. J'étais prêt à la déplacer, ce que j'aurais trouvé assez super rigolo et complètement dingue, de déplacer la seule œuvre que je voulais qui soit en quelque sorte stable et qui reste sur place, bien que, comme tu sais, j'ai pas d'illusion sur ce plan-là, je trouve que tout est éphémère, quoi qu'on fasse. Mais j'étais prêt à l'amener au parc de Saint-Cloud. Mais là, il n'y a pas eu de trop grand. L'enthousiasme n'était pas trop évident. Alors que j'avais trouvé un merveilleux trou dans le parc. Et je me serais surtout amusé à voir partir tous ces camions, c'était complètement dingue. Alors on reste dans la forêt, je suis content d'y rester, c'est là qu'on l'a fait, c'est là qu'on aimait la faire, et qu'on a souffert pour la faire. Et on est sur le territoire de Milly-la-Forêt, et c'est là qu'on reste. Alors donc le président Mitterrand est venu voir la tête, et il était fou de la tête, et Jean voulait qu'il le démonte, parce que ça l'amusait comme un jeu, et que tout se coupait et démontait à Saint-Cloud. Et le président a dit, mais après, il n'y aura plus cet arbre. Et ça, c'était un bon argument. Moi, j'ai rien dit parce que moi, j'espérais que ça restait ici. Mais j'en venais d'être opéré, alors je me suis dit, ferme-la et laisse faire. Tout le monde était Speury, tous les autres, et Jean en avait parlé aux autres artistes, ils étaient contre. Et moi, j'ai dit d'ailleurs à ce moment-là, je ne vais pas me mettre aussi contre Jean. Je vais dire que ce qu'il veut, c'est bon. Et d'ailleurs, ça aurait été vraiment mon point de vue. S'il aurait vraiment voulu, et si ça aurait marché, j'aurais été pour. Mais, c'est-à-dire qu'il voulait donc que plus de gens puissent le voir. Jean Tinguely et Niki de Saint-Phal finiront par donner le Cyclope à l'État français en 1987, en contrepartie de sa conservation. Si l'État n'avait pas pris le relais, il n'aurait pas achevé l'œuvre et il l'aurait laissé se détruire. C'était trop de travail de recommencer tous les printemps et pour une mort inéluctable. Il savait que 5 ans après sa mort, ça allait rouiller. Vous savez, c'est le cadeau qu'il a fait à l'État, c'est un cadeau qui va coûter cher parce que la maintenance de cette tête va être un véritable travail. La complexité aléatoire de ce mouvement cyclopéen nécessite une vigilance de tous les instants et la présence quotidienne d'un homme, ainsi qu'un investissement annuel de 2 millions de francs. Le
Le dilemme que pose une œuvre d'art est attisé comme le Cyclope, où la maintenance et la restauration viennent au secours de la création, et de savoir si les générations futures sauront faire face à l'autodestruction naturelle de l'œuvre, tout en respectant celle-ci. Je crois qu'il était persuadé effectivement que son travail allait être voué à la panne, allait tout tomber en morceaux, et puis il était conscient, enfin, c'était son idée, et puis même il l'avait presque exagéré en plus, que tout allait tomber en morceaux dans son travail, dans ses sculptures, une espèce de conscience comme ça. Je crois qu'il avait besoin de faire comme ça quelque chose de très solide à côté, et pour éviter que tout s'en aille, quoi. Ça devait être assez dur pour lui d'imaginer que toutes ces sculptures, toute cette passion, toute une vie, en être conscient que tout allait tomber en panne, que peut-être personne allait savoir les réparer, et tout ça dans 50 ans, ou dans 100 ans, ou dans 1000 ans. Ça doit être assez terrible pour un artiste de faire un truc, sachant qu'il va tomber en morceaux. Mais il en était... Si ça n'était fait, je crois, c'était devenu une habitude pour lui, c'était devenu important, c'était devenu la vie, quoi, quelque chose. C'était devenu une motivation, je crois. Mais quelque part, ça le frustrait quelque part, et je crois que c'est pour ça qu'il a voulu faire cette sculpture à côté très solide. Au fond, la tête est l'antithèse de mon travail, vu que c'est une œuvre définitive à caractère monolithique sur place. C'est une machine qui est là, c'est un monstre, c'est un super monument qui se veut monumental en plus, vu qu'il est caché dans la forêt, pour être encore plus grand qu'une chose qu'on voit de loin. C'est l'antithèse de mon chef-d'œuvre qui était le hommage à New York, la machine qui s'est détruite elle-même. New York 1960, la première machine autodestructrice de Tinguely. C'est dans les jardins du musée d'art moderne et devant le monde culturel qu'il présente une machine dont le but est de s'autodétruire, revenant par là même quelques instants après sa mort à son état original, un simple assortiment de ferrailles rouillées et d'objets hétéroclites sans valeur, ne restant alors plus que l'esprit, l'idée d'une œuvre non muséifiable. Il y avait toujours l'obsession d'échapper au marché, d'échapper à l'objet, d'échapper au musée, tout en faisant le siège des musées et des galeries, puisqu'il était artiste, sa réussite ne pouvait venir que de ce milieu. Mais il fallait toujours faire une œuvre comme l'hommage aux nouveaux réalistes devant le Dôme, une œuvre qui s'autodétruit, une œuvre gigantesque qui était le moteur. Autrement, l'artiste ne fait que des objets décoratifs. Et on retrouve chez Christo aussi ce besoin de canaliser son énergie dans quelque chose qui le dépasse et qui lui prend 10 ans. Parce que je pense que Jean ne voulait pas terminer la tête. Il voulait que ce soit une œuvre indéfinie, que tant qu'il vivait, il pouvait inviter des amis, il pouvait transporter des matériaux, l'agrandir. Et c'est une génération du Buffet aussi, faisait des œuvres monumentales, la clouserie Falvala. C'est une idée d'ailleurs un peu africaine de sanctifier l'argent, tout l'argent qu'on a gagné en vendant des objets sortis de la poubelle, assemblés. On le réutilise pour une œuvre invendable, gigantesque, qui manifeste uniquement la présence de l'homme, sa créativité. Donc il se justifie et se lave de l'accusation de faire du commerce. Moi, je crois que c'est un peu un testament aussi de Jean, de vouloir prendre tous les gens, prendre certains amis qu'il a bien connus, qu'il a estimés, parce que je crois que
toutes les personnes, pour des raisons diverses et variées, toutes les personnes qui ont travaillé sur le Cyclope sont des personnes dont il estime le travail. Je suis mal placé pour le dire, mais je sens bien de toute façon, même s'il les voyait peu, même s'ils étaient concurrents avec certains, il avait des raisons de faire venir ces gens. C'était une sorte d'alliance et, comme je dis, de testament un petit peu aussi. Et puis Jean, quand il a commencé à construire le Cyclope, il avait déjà réalisé son œuvre. Enfin, je veux dire qu'il avait fondé vraiment les choses essentielles. Et donc, il s'était situé, il savait qui il était, il n'avait pas besoin de prouver quelque chose et autre. Et il a monté d'un cran, c'est ça sa force, c'est-à-dire qu'il a pris la liberté de se dire, maintenant on va les mettre ensemble, et puis on va travailler sur un grand projet qu'il a autofinancé complètement, ce qui était quand même assez délirant aussi. Et donc, c'est rarissime. Moi, je ne connais pas de projet où on fait venir, j'allais dire, des concurrents, parce que vous savez, les artistes, comment ils sont, vis-à-vis des conservateurs de musées ou des collectionneurs, jamais on ne montre qu'il peut y avoir quelqu'un d'autre qui peut faire aussi bien que vous. Et là, Jean, en montrant la tête, il montre tous les artistes aussi. Bon, il en est le patron, il est le chef d'orchestre, mais ça, c'est quand même classe, hein, c'est pas mal. Avant de mourir, 15 jours avant de mourir, Jean il a donné des instructions très précises pour comment la tête devait être finie, et notamment il l'a nommée. Il a dit que ce ne serait plus la tête, dorénavant ce serait le Cyclope. C'était le nom officiel. Donc il l'a baptisé avant de partir. Après la mort de Jean Tinguely, survenue en 1991 à la suite d'une hémorragie cérébrale, le Cyclope est par la force des choses devenu un monstre docile, presque fragile. En tout cas, ça a été une aventure fondamentale, non seulement dans ma vie, mais je pense dans celle de tous ceux qui ont vécu cette chose. Ça a été quelque chose d'extraordinaire de participer, de vivre ça, et même de lutter pour. Maintenant que c'est fini. Je n'aurais pas dit ça sur le moment, mais parce que maintenant, de le voir ouvert au public, la première fois que je suis venue, je dois dire, je me suis dit, c'était un peu militaire, mais ça c'est normal, les choses doivent se roder. Et il faut un temps. Rien n'est acquis d'avance. Et maintenant, je suis allée dimanche dernier et c'était formidable. Il y avait un jeune artiste qui montrait aux gens, on laissait les gens venir. Il y avait plein de gens, il y a beaucoup plus de monde qu'on pensait. Et enfin, moi, je n'ai pas pensé. Moi, je pensais qu'il y aurait du monde, mais enfin, que prévu, parce que c'était quand même loin. Et il y a un problème aussi de sécurité. On ne peut pas être plus que 20 personnes dans la tête à la fois. Alors, c'est difficile, des fois, aussi pour les gardiens, de faire comprendre aux gens qui sont venus de loin, qui ne peuvent pas monter dedans. Et si on a un accident, ça va se fermer. Alors, les problèmes sont là. Mais elle est formidable quand même d'être assis devant, de la regarder tourner, même si on ne peut pas monter tout de suite dedans. Ce qui est très intéressant, j'ai parlé aux gardiens, c'est que les gens posent beaucoup de questions. Ils sont vraiment intéressés. Alors ça, c'est formidable, qu'il y a beaucoup, beaucoup de demandes et que le public est très, très varié. Il vient de tous les milieux et que cette chose étrange vit sa vie. Pour moi, le Cyclope s'est marié avec le public. Et je suis très heureuse, c'est comme si... C'est une grande respiration, c'est une grande joie, Je suis très heureuse que ça... En plus que ça marchait, les gens seraient très heureux. Maintenant, la dernière fois, de voir comment ça fonctionnait et de voir la joie des gens. Je pense qu'il doit le voir de quelque part, il doit être très content.